On est pour ou contre la journée des femmes réductrice pour certains, l'occasion en tout cas d'évoquer certaines réalités et de mesurer l'évolution des mentalités. Notre dossier ce soir donne la parole à 3 femmes, chefs d'entreprise ou en poste à responsabilité. Avant d'en parler avec notre invitée, écoutez ces témoignages de femmes recueillis par Denis Vanier. Donc je regardais les chiffres, Didier. Je suis la directrice administrative et financière de l'entreprise Manuli Fluconnecto. Donc je fais partie du comité de direction et nous sommes à part égale. Dans les responsables de département, nous sommes 3 femmes, 3 hommes. C'est une entreprise que j'ai rachetée moi en mars l'année dernière. Ça correspondait à mon projet professionnel qui était de devenir mon propre patron. Bonjour Isabelle. Bonjour Lise. On y va ? Oui. Elles arrivent avec une motivation, quelque part, plus forte. Elles ont plus de choses à prouver et elles le savent. Moi, j'ai commencé ma carrière professionnelle dans le groupe Auchan. Je me suis frottée à un monde qui était à l'époque encore très machiste et très géré par des hommes. Les difficultés que j'ai rencontrées sont plus liées aux périodes de maternité. Parce que très clairement, ça peut être des périodes précaires pour la femme, puisqu'on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on va retrouver. En tant qu'RH et responsable de recrutement, le discours que j'ai tenu du moment où je suis rentrée chez Chronopost au moment où je suis sortie de la fonderie, c'est « Mesdemoiselles, quand allez-vous faire des enfants ? Et pour le bien de l'entreprise, si on vous recrute, est-ce que vous ne pouvez pas repousser vos projets ?» C'est le discours qu'on m'a demandé de porter et que j'ai porté. Dans mon évolution chez Auchan, je n'ai pas senti de différence notable dans mon parcours puisque j'ai eu la chance d'être poussée et d'évoluer en permanence. Pour autant, ma première maternité, concrètement, quand je suis rentrée de maternité et que j'ai vu mon patron, il me dit « t'as pas d'augmentation cette année puisque de toute façon, t'étais pas là ». Ok, bon, ça c'est fait. Donc ça a été la première fois où effectivement j'ai été confrontée au fait que j'étais une femme et que j'avais pas la même condition finalement qu'un homme. Oui, on a vécu des choses qui sont compliquées, que ce soit verbal, que ce soit factuel, que ce soit pour ma carrière ou simplement au quotidien. On a toutes vécu des choses difficiles. On a appris à vivre avec. C'est vrai qu'on ne souhaite pas à nos filles de vivre ça. Quand les femmes disent « il faut des quotas », elles disent toutes c'est à contre-cœur qu'on va vers cette position-là. Par rapport à mon expérience et mon vécu, j'ai vraiment le sentiment aujourd'hui que le quota, c'est indispensable pour arriver à changer les mentalités. On sait, oui, que la contrainte, elle peut faire bouger des choses. Donc aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que je suis plutôt pour. C'est pas quelque chose de gaieté de cœur qui m'emballe. Mais voilà, je fais le constat que finalement, ça va peut-être faire évoluer les choses beaucoup plus vite. Bonsoir Annie Sorel. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors notre reportage présente 3 femmes chefs d'entreprise qui font partie de votre réseau Business au féminin à Nantes. Pourquoi ce besoin de créer un réseau exclusivement féminin ? Les femmes n'avaient pas leur place finalement dans les réseaux existants ? Quand je suis arrivée à Nantes, j'ai constaté que les réseaux étaient plutôt masculins et assez fermés aux femmes. Et puis j'avais une expérience de participer à un réseau sur Paris qui s'appelle Grandes Écoles au féminin. Et toute la richesse des réseaux féminins qui nous apprennent un comportement, ça m'a semblé important de le créer sur Nantes. Et puis ça a beaucoup de succès puisque nous sommes maintenant plus de 40. D'accord. Alors une récente étude montre qu'en 1982, dans l'agglomération nantaise, il n'y avait que 5,7% de cadres femmes. Aujourd'hui, 15,8%. Il y a une évolution. Il y a une évolution, en fait. Vous savez que, par exemple, les grandes écoles sont ouvertes aux femmes que depuis 72, c'est-à-dire il y a 40 ans, donc ça explique cela. Aujourd'hui, on constate qu'il y a à peu près 60% des femmes qui sont diplômées du supérieur, donc c'est tout à fait normal qu'il y ait une évolution en termes de pourcentage cadre. Alors, il y a une notion qui est souvent évoquée, c'est la notion du plafond de verre pour les femmes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le plafond de verre, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Et en fait, on se rend compte quand on veut accéder à des postes de direction, tout d'un coup, qu'on ne nous a pas appris comment prendre le pouvoir, quels étaient les codes. Les hommes se cooptent entre eux. Voilà. Et c'est vrai que les femmes n'accèdent pas aux postes de direction facilement. Alors finalement, la faute à qui ? Aux hommes, au système, aux femmes peut-être elles-mêmes aussi, qui se mettent des barrières ? La faute aux hommes, premièrement, mais aussi aux femmes qui se mettent leur propre plafond de verre. On sait que les femmes, elles manquent de confiance en elles. Elles ont tendance à se dévaloriser. Donc notre réseau, c'est aussi pour lutter contre notre plafond de verre. Est-ce que la notion de métier d'homme, métier de femme se gomme de plus en plus ? Non, on a même tendance à voir des métiers qui se féminisent complètement. On parle de l'enseignement, on parle des métiers sociaux, d'infirmières, maintenant les avocats. Donc et ça commence d'ailleurs, les métiers techniques pour les hommes, les métiers de soins, de care pour les femmes. Bon, voilà, c'est ça aussi qui constitue des parois de verre qui vont empêcher aussi l'accès à certains postes de pouvoir. D'accord, juste un chiffre, 79% des personnes travaillant dans l'action sociale dans l'agglomération justement sont des femmes. Parmi les disparités qui persistent,
il y a aussi les écarts de salaire, 20% en moyenne. Le salaire net moyen pour une femme, 500 € de moins qu'un homme. Pour les cadres, la différence va jusqu'à 800 €. Ça vous choque ? Énormément, mais ça vient aussi de clichés qui sont, par exemple, monsieur gagne son pain et madame fait du logis. C'est dès l'enfance aussi qu'on a ce schéma. Et même, j'ai vu un de mes directeurs qui souhaitait pas que j'augmente fortement une collaboratrice en me disant mais c'est le deuxième salaire. Donc c'est vraiment ancré ça. Et ça, c'est des clichés sur lesquels on doit se battre. Mais les femmes aussi doivent se battre parce qu'elles ont tendance à se dévaloriser même en sortant de l'école par rapport aux hommes. On le voyait dans le reportage, les femmes interrogées qui disent à contre-cœur être pour des quotas de femmes. Elles font référence à la loi Zimmermann qui vise 40% de femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises d'ici 2017. Est-ce que pour vous aussi c'est souhaitable ? C'est une évolution qu'on a eue. C'est-à-dire au début, on a dit on va être reconnu par nos compétences et tout, puis on se rend compte que ça avance pas assez vite et c'est le seul moyen. La discrimination positive et tous les réseaux féminins auxquels j'ai appartenu, on arrive à cette conclusion pour faire bouger. Un peu comme en Norvège d'ailleurs où ils ont imposé. L'Europe du Nord et les États-Unis nous aident aussi. Sont des exemples. Voilà. Alors autre chiffre, le Conseil régional, 47 femmes sur 93 élus. La parité est juste dépassée. Dans l'Assemblée du Conseil général, 12 femmes sur 59. Est-ce que localement, nos institutions sont des exemples ou pas franchement ? Je viens de découvrir un document des agents territoriaux qui a montré que la communauté de communes de Nantes Métropole ainsi que la région de Pays de Loire faisait partie des collectivités les moins féminisées de France. Donc il y a des efforts à faire. Énormément. Et un effort d'exemplarité. Je rappelle justement l'exposition Nantaise au travail jusqu'au 13 mai au Château. Vous y serez ce soir pour la signature d'une charte d'égalité professionnelle. Merci beaucoup, Annie Sorel. Je vous en prie.